Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Ce soir, dans l'explication 10, notre émission de débat, de clash et de pensée, je reçois aux côtés de François Bégodeau la sociologue Nathalie Hennig. Une figure intellectuelle passée de Pierre Bourdieu à Pierre Nora, dont les prises de position font régulièrement débat. Contre le mariage pour tous, contre le néo-féminisme, contre l'islamo-gauchisme ou plus récemment contre le wokisme, Nathalie Hennig prend parti, signe des tribunes, lance des observatoires. En 2025, elle publie aux éditions Gallimard « Penser contre son camp », un essai dans lequel elle revendique la liberté intellectuelle de s'opposer aux idées du milieu progressiste dont elle se revendique encore. Nous allons revenir avec elle sur ses prises de position, souvent situées à contre-courant de la gauche culturelle, un échange long et franc, pour tenter de se comprendre dans un paysage politique de plus en plus polarisé où ce genre d'échange est devenu rare. Bonsoir Nathalie Hennig. Bonsoir. Et bonsoir François. Bonsoir Aude. C'est reparti pour une explication. Eh oui, 10 déjà. Votre itinéraire d'une intellectuelle de gauche ne mentionne pas de faits concernant votre vie. Vous en restez quasi strictement à l'histoire des idées. C'est un trait de ce livre qui a intrigué François. Je lui cède la parole. Ah ben oui, je veux bien commencer. Oui, c'est-à-dire que je me suis demandé en lisant ce livre qui m'a beaucoup intéressé, où était la sociologue? C'est-à-dire que vous mettez souvent en avant le fait qu'il ne faut pas confondre les arènes. Hein. Vous grivez beaucoup contre la confusion des arènes, donc l'arène académique, l'arène civique. Ça, c'est plutôt un livre, je dirais, d'intervention. Absolument. Hein. Mais je ne pense pas que pour autant vous puissiez vous dissocier au point d'oublier totalement la sociologue que vous êtes fondamentalement, y compris quand vous faites des livres d'intervention. Et là, je me suis demandé où elle était parce que quand j'avais vu le sous-titre qui m'aguichait beaucoup, parce que j'aime bien ce genre de prose, je me disais, elle va, en bonne sociologue, donner son parcours intellectuel, bien sûr, mais le lier aussi sans doute à des éléments de vie. Chose que vous ne faites jamais, à une exception sur laquelle on pourrait peut-être revenir. De la même façon, je me disais quand même que vous pourriez connecter ou articuler votre évolution intellectuelle de ces 20 ou 30 dernières années à un état du monde, ou un état de la réalité, ou un état de la société, puisque c'est votre chose, la société, en tant que sociologue, chose que vous ne faites pas du tout non plus. Donc je me suis demandé, pour moi c'est un livre où vous vous rendez compte, finalement vous faites une espèce de synthèse de ce qu'a été votre parcours, vous revenez sur un certain nombre d'interventions que vous avez pu faire depuis quelques décennies, vous les assumez d'ailleurs pour la plupart, vous dites qu'en gros vous n'avez pas changé, donc c'est plutôt une façon de revendiquer ce que vous avez déjà dit, et je me suis dit que c'était un livre sur les idées essentiellement, quoi. C'est-à-dire que vous promouvez vos propres idées, ce qui est, ma foi, pas un défaut, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis vous discutez avec les idées d'en face, les idées de gauche, alors qui seraient votre camp, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est où est la sociologue dans ce livre, en fait? En quoi l'éthos de la sociologue peut se retrouver dans cette prose-là? Alors, pour vous répondre, il faut que je réinsiste sur le sous-titre du livre. Le titre, c'est « Penser contre son camp », et c'est ce titre-là qui m'a en fait donné envie d'écrire le livre. Mais le sous-titre, j'y insiste toujours, c'est d'une part itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche. Donc, il s'agit bien sûr d'expliquer en quoi ceux qui m'accusent d'être de droite, à mon avis, se trompent, mais c'est aussi un itinéraire politique. Ne pas oublier cet adjectif-là. Et donc, il s'agit d'un retour réflexif sur l'ensemble des tribunes que j'ai publiées dans la presse depuis environ 25 ans, pour essayer d'en comprendre la cohérence, pour essayer de les contextualiser et pour essayer aussi de m'en expliquer de façon plus longue que ce que permet l'espace d'une tribune. Bon. Alors, la sociologue là-dedans, elle y est quasiment pas, puisque pour moi, il s'agit clairement d'un livre d'intervention. C'est pas un livre sociologique, c'est un livre politique. Et je n'y suis en tant que sociologue que par la méthode, parce que j'ai fait avec mes tribunes ce que je fais avec tous les corpus que j'étudie en tant que sociologue, c'est-à-dire que je recense l'intégralité d'un corpus qui me paraît à peu près cohérent, je le classe, donc là j'ai classé à la fois par ordre chronologique et par ordre thématique, et l'ordre thématique m'a donné les chapitres, tout simplement. Ce qu'on fait
en tant que chercheur dans le domaine de la sociologie ou n'importe quelle autre discipline, ne devrait pas être influencé par ce qu'on fait par ailleurs en tant que citoyen, par exemple manifester, pétitionner, voter, etc. Et qu'il doit y avoir vraiment une cloison étanche entre les deux. C'est-à-dire étanche du citoyen au chercheur, mais pas du chercheur au citoyen, puisque je revendique par contre que les sciences sociales, et même les sciences en général, puissent avoir un impact sur la société. Et je trouve ça formidable quand des gens s'emparent de nos travaux pour les utiliser, que ce soit des politiques ou des citoyens. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'opinion politique vers la production d'un travail de recherche, je trouve que c'est extrêmement problématique et toxique. Voilà. Oui, c'est pour ça que vous rappelez la fameuse expression de Weber qui est la neutralité axiologique. Vous êtes beaucoup prononcé contre ce que vous appelez l'académo-militantisme, quelque chose comme ça. Bon, ce sur quoi d'ailleurs on pourrait revenir. Est-ce que vraiment vous êtes si neutre que ça, y compris dans vos recherches? Mais ça serait un autre débat. Moi, il y a un autre élément de surprise, mais dans la continuité de ce que je disais, c'est que donc vous discutez avec la gauche. Ouais. Ce que vous appelez la gauche. Une certaine gauche. Il faudrait voir laquelle, effectivement, ça sera peut-être l'objet de notre débat, entre autres. Mais je dirais essentiellement avec les idées de gauche, avec les discours de gauche. Vous avez des discours que vous opposez à d'autres discours. Ce qui m'étonne beaucoup, vous qui finissez le livre à juste titre en disant que vous demandez le minimum à ceux qui vous jugent, à ceux qui prétendent vous commenter, ben vous leur demandez de vous lire. Ce qui me paraît vraiment la moindre des choses quand on est une intellectuelle, et vous faites bien, et je m'associe complètement à cette requête, mais je ne trouve pas du tout que vous ayez appliqué aux autres ce que vous préconisez pour vous-même, parce que vous citez pratiquement aucun livre du corpus de gauche. Vous ne citez pas d'intellectuels dominants de la scène intellectuelle de gauche depuis, on va dire 20-30 ans, puisqu'en gros votre livre épouse un peu cette temporalité-là, enfin en tout cas cette période-là. Moi, il m'arrive de lire beaucoup d'intellectuels de gauche que je trouve particulièrement brillants, qui pour moi, incarnent ce qu'il y a de plus pertinent, de plus consistant dans la pensée de gauche actuellement. Ils sont totalement absents de votre livre. Il y en a un qui apparaît à un moment, mais il n'apparaît pas du tout au titre d'une production textuelle qu'il aurait pu faire, c'est La Galerie. C'est plutôt au titre d'une intervention qu'il a fait, la fameuse autour de... Bon, je passe là-dessus. Pourquoi ne vous référez-vous pas à la production intellectuelle de la gauche contemporaine? Et deuxième question peut-être plus anecdotique, mais est-ce que vous les lisez? C'est une très bonne question, et d'ailleurs elle est tellement bonne que je ne me l'étais jamais posée, je me la pose en vous écoutant. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Alors, je crois que ça ne m'est pas venu à l'esprit parce que ce qui m'intéresse dans l'histoire, ça ne sont pas les productions conceptuelles de chercheurs spécialisés ou d'intellectuels, disons, spécialisés dans la production d'idées de gauche. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'air du temps. C'est plutôt ce qui circule dans les journaux, ce qui circule dans les tribunes notamment, qui est beaucoup moins élaboré conceptuellement que ce que produisent notamment ceux dont vous avez cité les noms et d'autres encore. Mais c'est vrai je ne suis pas du tout une sociologue des idées intellectuelle, je pense être plutôt intéressée par le sens commun. Et d'ailleurs, tous mes livres en tant que sociologue sont des livres qui s'intéressent aux représentations communes. Le propre de ma sociologie, si on peut faire une parenthèse, c'est d'être une sociologie des représentations collectives. Bon. Et ces représentations collectives, elles ne sont que très peu présentes dans les productions conceptuelles spécialisées des philosophes ou des grands intellectuels. Voilà, donc si on s'intéresse à ce qu'est aujourd'hui le sens commun d'une certaine gauche, à ce moment-là, on pourra tout à fait retrouver ces éléments-là dans ce que je raconte, parce que ce que je raconte rétablit le contexte, je ne peux pas dire intellectuel, mais le contexte idéologique de ces prises de position, que ce soit sur l'islamisme, sur le néo-féminisme, etc. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que chaque chapitre commence par une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé, une rencontre que j'ai faite et qui tout d'un coup m'a sidérée, m'a ouvert les yeux, voilà. Et donc, c'est plutôt ce genre de choses qui m'intéressent, c'est des éléments significatifs, saillants de la vie de tous les jours, plutôt que des productions élaborées d'intellectuels, voilà, de spécialistes. L'écueil peut-être du genre, je comprends très bien votre démarche, je crois que vous l'avez suffisamment bien expliqué. L'écueil, c'est que moi je me dis, mais c'est quoi la matière en fait? D'où vous arrive
l'opinion de gauche ou un certain état du sens commun de gauche. Ça vous arrive comment? Moi, je pense que ça peut vous arriver que par la crête médiatique des débats. Et souvent, d'ailleurs, les points de cristallisation polémique. Vous reprenez un certain nombre d'épisodes de la vie publique ou de la vie médiatico-politique contemporaine qui passent beaucoup par ce contre quoi pourtant vous en avez pas mal, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup des débats Twitter, c'est des débats de réseau, c'est des débats qui parfois arrivent jusqu'à la scène médiatique, parce que la scène médiatique est tout à fait friande de débats un petit peu comme ça, hyper polarisés, un peu comme ça, hystérisants. Et donc je pense que du coup, vous avez une image de la gauche qui est très largement biaisée, parce que c'est comme si vous en aviez ce que je pourrais appeler la crête hystérique, dans laquelle moi qui suis plutôt de gauche, et même pas qu'un peu, je suis pas d'accord. Je ne me reconnais pas du tout, par exemple. Je peux vous informer que à chaque fois que vous prêtez à la gauche, au sens commun de la gauche, un certain nombre d'opinions, je suis jamais dedans. Et je dirais même que pas mal de gens que je lis ou que j'écoute, ou pas mal de mes camarades de gauche, vous diraient pareil, qu'ils ne se reconnaissent absolument pas dans le portrait que vous faites.